Bonjour à tous. Je vous retrouve dans la forêt en tenue de forestière pour vous raconter rapidement l'histoire de l'arbre à caoutchouc. Alors cette histoire est particulièrement pas drôle et c'est pourquoi je voulais la partager avec vous parce que je me disais qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi qui apprenne des choses désagréables. Alors c'est une histoire pourtant de progrès qui rime avec des victoires technologiques dont nous profitons d'ailleurs tous, qu'on ait une bicyclette ou une automobile, et plein d'autres utilisations, à commencer par vos imperméables ô combien nécessaires actuellement, les bottes et j'en passe et des meilleurs. Alors je sais bien qu'aujourd'hui nous sommes à l'ère de la chimie, justement je voudrais revenir aux origines de tout ça, c'est donc un arbre qu'on va appeler l'arbre à caoutchouc et qui a été découvert, ou du moins qui a été utilisé pour ses propriétés, ceci dès 4000 ans avant Jésus-Christ, ou en tout cas 3000 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire sous la civilisation des Olmèques, que j'ai déjà eu l'occasion d'aborder avec vous. Alors c'est ce que Christophe Colomb verra lorsqu'il arrivera en 1493 sur le domaine mexicain, c'est que les personnes jouent, ce sont d'ailleurs des guerriers avec des balles qui rebondissent. Nous savons que ce sont des balles en caoutchouc. Et Herman Cortés, qui n'aimait pas être en reste, a rapporté au roi d'Espagne non seulement la dite balle, mais les joueurs qui allaient avec. Je vous passe les détails des conditions. Alors, ça, c'était plutôt amusant et pendant quelques siècles, disons 2, la balle en caoutchouc et cette matière qui s'appelle le latex, lorsqu'elle est, sèche et bien qui rebondit comme ça, va être conservée dans ce qu'on appelait les cabinets de curiosité. Alors, il va falloir que nos botanistes se mettent en quête de comprendre de quoi, ça parle et surtout, au départ, on ne savait même pas de quel arbre cela provenait. C'est donc un chercheur, français, un botaniste, nous sommes au XVIIIe siècle, qui s'appelle de la Contamine et il a eu l'originalité de se promener dans la forêt brésilienne tropicale et d'utiliser les propriétés imperméabilisantes de ce latex pour imperméabiliser. Voilà, il a trouvé cette sève, cette substance qui coulait de l'arbre et il a enduit ses instruments de mesure avec. Il s'est aperçu que c'était une manière de les protéger de l'humidité évidemment très importante. Alors voilà l'arbre qui est à l'origine de cette sève. Pardon, ça n'est pas de la sève, c'est donc ce qu'on appelle du latex, rien à voir avec ce que vous utilisez les soirs ou les journées d'ailleurs, dans une autre condition. Non, le latex en matière botanique, c'est une substance qui contient de quoi faire fuir les parasites. C'est une défense de l'arbre. Donc elle est de couleur blanche, je le crois. Elle se trouve dans tout l'arbre, c'est-à-dire dans ses racines, dans son tronc, dans ses feuilles, dans ses fruits. Alors l'arbre, qu'on va appeler l'hévéa, alors hévéa au caoutchouc, c'est par, homophonie, en écoutant les Indiens de ces régions, évoquer l'arbre, que l'on a copié les termes employés. Alors c'est un arbre l'hévéa, brasiliensis qui est très gros. Rien à voir avec les petits arbres à caoutchouc, de nos plantations actuelles. En milieu naturel, on extrayait dans la forêt brésilienne, le latex avec des troncs qui faisaient 2 mètres de circonférence et ça, pendant assez longtemps. Alors du côté des Anglais, c'est d'ailleurs assez amusant parce que eux, ils ont trouvé les propriétés de gomme, de cet EVA, c'est-à-dire que le latex pouvait, effacer, le coup de crayon compté en quelque sorte, hein, c'est-à-dire le crayon noir, ce qui donne le nom, en anglais de cet arbre. Il s'appelle le rubber tree, ça veut dire l'arbre qui gomme, hein, ça vient donc de la gomme littéralement. Je crois que c'est un Écossais, Charles McIntosh. Il a mélangé le latex en question avec du benzine et il en a fait des sortes d'enduits qui, quand ça a refroidi, enfin ça a séché, ça c'était souple et c'est comme ça qu'il aurait inventé le premier imperméable. Mais on va pas s'arrêter là. Le roi du Portugal au Brésil va en faire des petits instruments, notamment des poires à lavement.
ça des poids, des seringues, donc c'est une seringue un peu plus sympathique. Bon, faut dire que le lavement était encore très à la mode. Alors, toujours est-il que ça va donner le nom, de cet arbre, en tout cas en portugais et je crois en espagnol. Alors en 1839, Charles Goodyear, dans son petit laboratoire qui ressemblait à une cuisine, je crois, à Boston, a l'idée de pratiquer ce qu'on appelle la vulcanisation de cette matière qui en fait avait encore l'inconvénient d'être extrêmement sensible à la chaleur. C'est-à-dire que les petits objets qu'on avait créés se transformaient s'il faisait chaud ou s'il faisait froid. Et pour ça, il va falloir stabiliser le latex à l'aide du soufre, donc dans une bassine, il va porter à haute température. Et là, ça va ouvrir des perspectives d'exploitation tout à fait différentes. L'innovation vient de John Dunlop qui a l'idée d'utiliser ce caoutchouc, comme on l'appelle maintenant, pour les roues de son non, non pas de son tricycle, parce que vu l'âge qu'il avait, il n'en faisait plus, le tricycle de son fils. Une idée qui sera reprise par les frères Michelin en 1895, qui remporteront un prix, enfin plutôt c'est leur voiture qui remporteront un prix par le fait qu'elle possède des pneumatiques à air, donc avec cette substance caoutchouc qui permet de faire des pneus. Alors en 1910, John Ford, qui nous invente la Ford T, qui est la première voiture fabriquée en série, eh bien, fait une utilisation systématique de ce pneumatique. Toutes ces voitures vont sortir dotées de pneus. Et là, la quête du caoutchouc va prendre une allure très vive. Alors ça, c'était pour l'histoire presque sympathique, c'est-à-dire celle de nos gloires en tant que évolution de l'humanité en termes technologiques. Et on a toutes les raisons de se réjouir. Mais il y a un mais. Il y eut pour tout cela, et à côté de cela, un génocide. Pour ce qu'on en sait, peut-être on en trouvera d'autres. Beaucoup de crimes qu'on pourrait qualifier de l'humanité, euh, des millions de dollars gagnés, ça va avec aussi, et tout ceci, en gros, au cœur de la forêt brésilienne, tropicale. Alors, c'est ce qu'on a appelé les barons du caoutchouc. J'en prendrai que deux exemples, mais bon, il y en a d'autres. En gros, on est aux confins de l'horreur. Enfin, je pensais qu'avec les camps de concentration, on avait inventé des choses. En fait, on ne les a pas vraiment inventées. On pourra dire que l'Allemagne nazie les a systématisées et institutionnalisées, ce qui était évidemment dramatiquement horrible. Mais les procédés étaient inventés déjà. Par exemple, si on regarde ce qu'a fait ce Julio César Arana, qui est un Péruvien, baron du caoutchouc, qui a fait gagner des millions à la compagnie du caoutchouc péruvienne et qui a fini ses jours à 88 ans, très très bien, honoré de titre de sénateur et j'en passe et des meilleurs. Or, il a utilisé, bon déjà il est allé au bord d'un fleuve spécifique qui s'appelle le Putumayo, il a viré les petits entrepreneurs du caoutchouc qui s'y trouvaient puisqu'on exploitait les arbres en milieu naturel, hein, on faisait des saignées avec des haches et puis on récupérait le latex. Lui, il a décidé d'organiser ça d'une manière beaucoup plus systématique. Je ne vais pas vous laisser sur une image trop horrible, trop longtemps, sinon vous n'allez pas vous sentir bien. Mais en gros, le problème de ces exploitants de caoutchouc, c'est qu'il fallait utiliser les populations locales, ce qui n'était pas un problème puisqu'elles sont relativement dociles, parce que ce sont elles qui connaissent les arbres. Le problème, c'est que quand vous faisiez travailler des gens, à condition que vous les payiez, vous deviez aussi les nourrir pendant la période où ils ne produisaient pas, c'est-à-dire la période des pluies durant lesquelles on ne peut pas exploiter le caoutchouc. Alors, bon, il a réglé le problème, il a décidé de ne pas les nourrir, déjà, premièrement, pendant 6 mois, donc ils sont morts. Enchaînés, hein, parce qu'il ne voulait pas non plus qu'ils s'en aillent. Il a séparé les hommes et les femmes de ces populations de Huitotos. Bon, il a procédé à un génocide, puisqu'on a évalué que de 50 000 personnes, on est passé à 8 000 en l'espace d'une moins de 10 ans. Et les hommes travaillaient, évidemment, épouvantablement, dans des conditions épouvantables, et les femmes étaient soumises à la prostitution, l'esclavage.
Les enfants étaient coupés en petits bouts pour nourrir les chiens. Beaucoup de mutilations, de chasse à l'homme, d'immolation par le feu, enfin des attractivités d'ailleurs, hein, qui étaient apparemment proposées aux Blancs qui venaient travailler dans ces plantations. Alors c'est épouvantable et ce fut dénoncé par hasard par un Américain. Hardenburg qui venait pour chercher un chemin. En fait, il venait faire des relevés. Alors, il était sur une pirogue comme ça pour faire passer un train. Ouais, bon. Alors, il tombe sur cette horrible organisation, donc au cœur de la forêt. Il est prisonnier, hein, parce qu'on ne veut pas qu'il reparte, alors on l'emprisonne. Il reste un an emprisonné, il arrive à s'enfuir, et puis là, il va publier ce qu'il a vu. Alors, ça a donné lieu quand même à des procès en 1910. En tout cas en Angleterre, bon, avec des conséquences tout à fait limitées. La preuve en est, je vous l'ai dit, l'organisateur de tout ça est mort de sa belle mort. Alors, il y en a un autre qui est dans un autre genre, il s'appelle Fitzcarrald. Alors, lui, il a laissé à la région son nom, puisqu'il a découvert, figurez-vous, un passage qui permet d'aller du Pérou au bassin amazonien, puisqu'entre les deux, vous avez au passage les Andes. Il fallait en fait disons, récupérer deux bassins fluviaux, puisqu'on a des rivières qui coulent des Andes direction le Pacifique, et puis les autres qui vont traverser l'Amazonie. Et bon, vous savez comment c'est, on est sur la ligne de crête, hein, partage des eaux, comme on dit. Et finalement, il n'y avait pas grand-chose entre les deux cours d'eau. En fait, je ne sais plus, c'était l'équivalent de peut-être une centaine de mètres. Mais c'était quand même plus, parce qu'il fallait traverser quand même forcément, achever de traverser la montagne, en gros. Et alors, il a eu l'idée absolument géniale, donc pour acheminer le latex qui était récupéré en forêt amazonienne, donc d'utiliser des bateaux que l'on remontait, déjà, ce qui n'était pas simple. Et puis ensuite, on les démontait, les Indiens les portaient, puis ils les remontaient ensuite de l'autre côté pour poursuivre leur route sur la rivière qui descendait vers le Pérou. Alors, c'était, bon, évidemment, c'était toujours soumis à des travaux plus que forcés. Lui, en plus, il avait inventé un élevage de femmes. Il disait qu'il élevait les femmes indiennes comme des génisses. Bon, j'ai trouvé fort peu d'informations sur les conditions, mais enfin, ce qu'il faut vous dire, c'est que de toute façon, l'histoire de l'Amazonie n'est pas écrite à ce jour véritablement. C'est-à-dire qu'il y a des peuples qui ont subi beaucoup de choses, de tous ces hommes venus faire du business. Et il faut dire aussi que le Brésil était le seul endroit où on extrayait le latex, donc pour produire ce dit caoutchouc. Juste sur Fitzcarraldo, ça a donné lieu à un film de Werner Herzog avec Klaus Kinski dans le rôle principal. Ils ont changé l'histoire, c'est pas pour acheminer du latex, c'était parce que le personnage principal du film voulait construire un opéra au cœur de l'Amazonie. Bon, dans les faits, ce film a été épouvantable. D'abord, les conditions de tournage étaient au cœur de la forêt. On a fait vraiment tirer le bateau pour de vrai par des vrais gens qui étaient vraiment maltraités. Tout ça dans le cadre d'un film avec un Klaus Kinski qui était, disons, un malotru, pour parler élégamment, vis-à-vis, encore une fois, de ces Indiens. Tout va bien. Alors, il y a une ville qui va profiter de ce caoutchouc et de l'extraction du latex en milieu naturel. Je précise toujours, il n'y a pas de plantation. Les arbres sont dans la forêt, il faut aller les chercher. Eh bien, c'est Manaus qui va devenir une ville absolument glorieuse. Les barons du caoutchouc qui passent de belles nuits à l'opéra. Il y a un des plus grands trafics de prostitution du monde avec des tarifs qui vont du simple au centuple. Les chevaux boivent du champagne. D'ailleurs, je ne suis pas sûre que les chevaux apprécient beaucoup le champagne. Sarah Bernard viendra jouer au théâtre et à l'opéra de Manaus. D'autres refuseront à partir de 1910 d'y venir parce que c'était construit effectivement avec le sang des Indiens. Alors, tout ça, ça déplaît quand même à l'Angleterre. D'abord parce que l'Angleterre est un des premiers importateurs à cette époque, à la fin du 19e,
de ce latex. Et nous avons un monopole brésilien qui quand même agace. Vous allez me dire, oui, c'est parce qu'en plus c'est fait dans des conditions horribles. Non, 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 il ne faut pas non plus exagérer. On est dans le business, donc l'Angleterre aimerait bien être indépendante, d'autant que il y a des hommes d'action dans cette Angleterre qui possède un empire, y compris et surtout en Inde et autour. C'est ce monsieur Markham qui lui propose eh bien, d'implanter l'arbre à caoutchouc tout simplement dans les colonies anglaises, donc en Asie du Sud-Est. Il avait déjà tenté le coup et ça avait marché avec l'arbre à quinine, grâce à laquelle on produisait un médicament contre le paludisme et ça a protégé les populations anglaises, en partie en tout cas. Mais jusqu'à présent, d'abord, il y a une sorte de mythe, on dit que l'État brésilien, qui est indépendant depuis 1800, pardon, 23, check un petit peu les importations, les exportations, ce qui sort de chez elle, et qu'on ne pourrait pas transporter des plants d'EVA de la sorte. Alors ça c'est un petit peu exagéré, il semblerait qu'en fait les autorités brésiliennes n'avaient pas conscience que leur monopole pouvait être remis en cause. On pensait sincèrement qu'il était impossible de planter artificiellement ces arbres. On les voyait donc produire du latex en grande quantité, mais parce qu'ils faisaient 2 mètres de circonférence. Et les connaissances en botanique déjà faisaient dire que ces arbres ne dataient pas d'hier, qu'ils poussaient dans des conditions tout à fait spécifiques. Bref, tout ça, ça faisait que le Brésil pensait que son monopole était protégé. Alors c'était sans compter les aventuriers anglais qui pullulent aussi au bord des fleuves, au cœur de l'Amazonie. Ce Alexander Wickham qui se pique d'avoir été effectivement à l'origine de l'implantation de l'EVA dans les colonies anglaises. Bon, c'était un pauvre type, j'exagère un peu, enfin c'était un fermier qui vivotait au bord du fleuve. Vous savez, tous les gens qui partaient chercher fortune et devenir paysans dans les pays tropicaux, c'était pas souvent la manne qu'ils avaient espéré trouver parce que les conditions étaient compliquées. Alors, tout ça pour dire que il trouve, disons, on lui propose de recueillir des milliers de graines d'EVA. Il est payé, je crois, 10 livres les 1000 graines. Alors il y va, il en envoie 10 000, et puis il envoie 10 000 graines en fait à Londres, et il n'y a rien qui pousse. Il n'y a rien qui pousse où eh bien, à Kew Garden, qui est le jardin botanique de Londres. Donc il va falloir changer de stratégie. Alors il y a une chance, c'est qu'il y a un rapide, un bateau qui fait la liaison Manaus-Liverpool. Donc vous regarderez sur la carte, jusqu'au cœur de l'Amazonie, jusqu'à Liverpool. Alors il se met un peu en cheville avec le conducteur de ce bateau, enfin le commandant de bord, pour faire coïncider le voyage avec le moment où les graines d'EVA explosent, sortent de leurs fruits. Et du coup, il arrive à récupérer 76 000 graines d'EVA qui sont acheminées en un temps record, c'est-à-dire en 6 jours. 6 jours après qu'elles aient été prélevées, elles sont plantées dans le jardin de Kew Garden. Et il y a à peu près l'équivalent de 3% qui vont donner lieu à un plant. Et avec ces 3%, on va les acheminer jusqu'à Ceylan. Alors ça va être encore compliqué, mais enfin ça va fonctionner, notamment grâce à un autre homme qui s'appelle Ridley, qui lui a compris qu'il fallait arrêter d'attaquer à la hache les troncs et qu'on pouvait faire des simples spirales, voilà, des cernes comme ça, des cisures, des scissions. Parce qu'en fait c'est une défense de l'arbre, donc vous le blessez et puis ça coule, voilà, c'est l'idée. Et surtout ça permettait d'exploiter l'EVA, enfin l'EVA, oui l'arbre, et de récolter le latex même quand le tronc était petit. Et c'est comme ça que le monopole brésilien va être brisé. En 1940, les Brésiliens doivent importer le latex et importer le caoutchouc. Ça paraît dingue, mais c'est comme ça. Alors la chimie va se mettre en ligne aussi à partir des années de guerre du XXe siècle, notamment les Allemands qui subissent le blocus. Les entreprises chimistes allemandes, vous pouvez leur faire confiance. C'est Bayer qui va tenter d'abord une première, on va dire un premier test qui fonctionnera moyennement. Mais enfin, on va dire que le latex chimique synthétique, c'est l'entre-deux-guerres. Le néoprène en 1932, et puis à la veille de la Deuxième Guerre mondiale,
mondiale, Hitler annonce que tout est prêt en Allemagne pour fabriquer du caoutchouc synthétique. Le truc, c'est que pour l'industrie, qui se fout de l'économie politique, pour l'industrie, il y a un souci, c'est que c'est beaucoup moins cher de récolter le latex naturel que de le produire dans les usines. Donc il faut produire du latex naturel, et là c'est le retour au Brésil. Pourquoi? Parce que le Brésil, comme l'Amérique latine en général, c'est l'ère de domination des Américains, qui n'ont pas de colonies, comme vous le savez, mais enfin qui en ont, qui ne disent pas leur nom. Et donc, eux, leur intérêt, c'est d'arriver à faire des plantations d'EVA d'une manière qui soit industrialisée, mais sur le sol d'Amérique latine. Le problème d'Amérique latine, c'est que premièrement, il y a beaucoup de forêts, c'est pénible. Donc, il faut d'abord raser la forêt naturelle pour pouvoir faire les plantations. Et la seconde chose qui en fait est un peu ennuyeux, mais ça, je vais dire un homme d'action passe outre, c'est qu'il y a un parasite qui s'appelle le Microcyclus qui a l'air de se développer uniquement en Amérique latine et centrale et pas du côté asiatique, puisque du côté asiatique, il n'y a pas eu de problème. Et ce parasite, si vous faites une plantation, alors là, il s'éclate littéralement. Et ça a amené d'ailleurs aujourd'hui les chercheurs à constater que dans la forêt naturelle, l'arbre à caoutchouc, il est naturellement planté tous les 50 mètres, enfin planté, il pousse tous les 50 mètres, pour éviter la surpopulation de cet arbre et donc que le parasite se développe. Dans le milieu naturel, il y a plusieurs arbres, les arbres sont espacés, le parasite ne se développe pas. Par contre, ce ne sera pas le cas dès qu'on va tenter les plantations. Alors, Monsieur Ford, c'est un homme d'action, c'est un homme qui a des moyens, c'est un homme qui a des voitures, qui ont besoin de pneus. Donc, lui, il va partir du principe qu'il va reprendre, parce qu'on a fait des greffes, etc., il va reprendre les arbres d'Asie du Sud-Est, donc des Anglais, qui va les acheminer jusqu'au Brésil. Il va obtenir toutes les dérogations possibles et imaginables pour raser des hectares et des milliers d'hectares de forêt vierge. Et il va tout simplement faire une ville. Alors, il y a quand même un petit peu les histoires des temps passés qui restent. Donc, lui, il veut faire les choses bien. Il veut faire une ville avec des maisons, etc. Pour les gens qui vont travailler. Et il va planter, comme vous pouvez voir, des millions de plants. Et l'idée, c'est que si vous en plantez beaucoup, beaucoup, la nature, elle la ferme un peu, hein, parce que devant la puissance humaine, elle se fait toute petite. Bon, évidemment, ça s'est pas passé comme ça. Il a fait 2 fois la tentative. Il y a eu 2 sites qu'il a exploités. Il a à chaque fois rasé des millions d'hectares, des milliers d'hectares de forêt vierge. Il a planté des millions de plants. Et à chaque fois, ça a complètement raté. C'est-à-dire que le parasite s'est mis et tout est mort. Tous les plants sont morts. Et je m'arrête là parce que nous sommes au XXe siècle et c'était à peu près la période où j'allais, jusqu'où je vous ai amené dans ma conférence. Voilà, je voulais vous parler de cette petite affaire de caoutchouc parce que c'est une affaire formidable de progrès, de la nature humaine qui ne cesse d'avoir des idées. Mais il y a aussi une contrepartie d'ailleurs dans laquelle nous sommes totalement à aujourd'hui en plein dedans, entre milieu naturel, écosystème, et puis surtout ce phénomène effectivement de développement des maladies. Dans le cas de la monoculture, c'est une chose qu'on a apprise, en tout cas avec cette EVA, l'arbre à caoutchouc.